Bonjour à tous et bonjour à tous. Comme vous l'avez sans doute vu, Rafa vient de se qualifier pour la finale de Roland-Garros, où il retrouvera Stan Wawrinka, qui lui a battu Andy Murray en demi-finale. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir évidemment sur la demi entre Rafa et Tim. Je vais aussi revenir sur la demi entre Stan et Andy. Et puis, je me projetterai sur sur la finale de dimanche à 15 heures qui opposera Rafa à Stan Wawrinka. Je vais commencer par par la demi entre Rafa et Dominic Thiem. Euh, donc ça, avant de faire la vidéo, j'ai pris le temps un peu de lire ce qui se disait sur les réseaux sociaux, un peu sur les différents sites internet des journalistes. Franchement, moi, ça commence à me fatiguer. Après, à chaque match, mais vraiment chaque match, c'est toujours la même histoire. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nadal gagne un match, c'est toujours parce que son adversaire n'a pas été bon. On a entendu ça, mais de toute façon, tous les ans, c'est à peu près pareil, mais cette année encore plus. C'est-à-dire que quand Rafa joue Roberto Bautista Agut, qui est un super joueur, qui est dans le top 20, ouais, mais Bautista fait un mauvais match. Quand il joue Benoît Paire, qui est un joueur hyper chiant à jouer, ouais, mais bon, Rafa il gagne parce que Benoît Paire il fait un mauvais match. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, si les gens ne sont pas capables de se rendre compte et de comprendre que Rafa arrive à faire dégoupiller ses adversaires tout simplement parce qu'il a le jeu ultime sur terre battue, c'est soit qu'ils y connaissent absolument rien au tennis, ce qui est le cas pour certains, ou soit parce qu'ils sont de mauvaise foi. C'est le cas pour d'autres qui sont clairement fans je parle de certains journalistes qui sont journalistes mais qui ont un gros parti pris pour certains joueurs. Donc aujourd'hui, Rafa s'impose 6-4, 6-3, 6-0 ou 6-3, 6-4, 6-0 pardon, face à Dominic Thiem. Dominic Thiem qu'on nous annonçait surpuissant, qui devait battre Nadal. J'ai vu plein de trucs avant le match, notamment sur Eurosport, comme quoi aujourd'hui Thiem avait tous les ingrédients dans sa raquette pour battre Nadal. Bon, au final, ça a fait pchit. Voilà, comme je vous l'avais dit avant le match, la victoire de, de Thiem sur Rafa à, à Rome, elle intervenait à un moment où les deux joueurs étaient très fatigués, et je pense Rafa encore plus que Thiem à ce moment-là. Euh, j'ai bien senti tout de suite que quand je disais ça, certains pensaient que c'était juste parce que Rafa avait perdu que je le disais, mais non. Euh, faut- euh, au tennis ou dans n'importe quel sport, il y a le match, mais il y a aussi toujours le contexte du match dont il faut tenir compte. Euh, Aujourd'hui, le contexte, il n'était pas si facile que ça pour les deux, entre Rafa et Tim, puisque les deux ont joué en deuxième demi-finale. La première demi-finale a été extrêmement longue et beaucoup avaient peur que le match ne se termine même pas. Donc voilà, donc évidemment c'est particulier pour les deux joueurs, parce qu'il y a toujours cette appréhension de se dire si on fait un gros match et que ça se finit pas ce soir, il va falloir revenir demain et enchaîner 3 jours consécutifs. Donc c'est un contexte un peu bizarre. On a eu un match clairement qui n'a pas été le meilleur match de Grand Chelem de l'année, faut pas se mentir. Mais pour moi, Rafa, il a été très bon. Alors ouais, il fait quelques grosses fautes à des moments, notamment sur des matchs, il en rate deux énormes, un en début de match, un en fin de match. Il y a eu quelques grosses fautes, euh, mais sinon, franchement, c'est archi solide ce qu'il fait aujourd'hui, Rafa. Et aujourd'hui, Rafa, il donne une leçon tactique à Team de comment on doit jouer sur terre battue. Euh, Parce que certains ont une vision du tennis qui est très réductrice, je trouve. C'est-à-dire que ça regarde les deux stats, coup gagné en faute directe, et ça analyse un match de tennis qu'en fonction de ces deux stats. Or, le tennis, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste faire des coups gagnants, faire des fautes ou concéder des fautes directes. C'est mettre en place un système tactique. C'est c'est faire des choix, c'est varier des zones, varier des hauteurs, varier des vitesses, ce que Team est aujourd'hui en tout cas incapable de faire. Et c'est à peu près toujours pareil, hein. C'est ce que je vous disais avant le match avec Team, on sait parfaitement à quoi s'attendre. On sait que c'est un joueur qui va tout frapper très fort et que si ça rentre, il va être très compliqué à jouer. Et que si ça rentre pas, ben, ça va faire comme aujourd'hui un match un peu, euh, un peu sans issue pour lui, parce que Rafa fait tout mieux que lui. Personne n'en parle jamais, mais la façon dont Rafa a de varier les hauteurs, de varier les zones et de, au final, proposer un tennis
beaucoup plus variée que son adversaire, elle est assez impressionnante. Et sur ce match-là, pour moi, c'est flagrant. Tim, il frappe tout très fort, c'est tout droit, il trouve jamais aucune zone courte croisée, ou très peu. Il y a très peu de montées au filet, très peu de montées à contre-temps, très peu d'amortis. C'est euh, un tennis vraiment stéréotypé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan B. Je le dis à chaque fois en parlant de team, moi c'est un joueur que j'aime plutôt bien, mais il a un manque d'intelligence tactique qui est assez flagrant, il n'y a aucune variété dans son jeu. Et aujourd'hui, quand vous tombez sur un joueur comme Rafa, qui est capable de lifter énormément, comme il le fait côté coup droit, mais aussi de prendre la balle tôt en revers, de venir jouer long de ligne, de venir jouer court croisé, de glisser quelques amortis comme il l'a fait, euh, de casser le rythme avec le slice. Aujourd'hui, le match que fait Rafa, franchement, il est du point de vue tactique quasiment parfait. Après, je suis d'accord avec certains d'entre vous, il y a eu du déchet dans le jeu de Nadal. Mais pas tant que ça, le ratio faute direct coup gagnant, il est quasiment équivalent. Ce qui est plutôt très bien quand vous affrontez un joueur comme Tim qui vous agresse constamment. Donc pour moi, on a eu un très bon Rafa, surtout un très bon Rafa pendant 2 sets, et un Rafa vraiment, vraiment impressionnant à partir de 2-7-0 quand il a compris quand il s'est relâché. Parce que moi j'ai trouvé quand même Rafa un peu tendu du fait, après je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il était tendu, de par le fait qu'il affronte un adversaire qui est très dangereux, Dominic Thiem, et deux, par le fait qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse le travail très rapidement pour s'imposer et pour ne pas avoir à revenir demain. Donc super victoire de Rafa, qui se qualifie pour la finale, deuxième grand chelem de la saison, deuxième finale. Euh, Franchement, sur ce tournoi-là, moi j'en vois qui chipotent encore sur des trucs, mais je me demande, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour être content? C'est incroyable. C'est-à-dire que Nadal, il est en finale de Roland-Garros sans avoir perdu un set, en arrivant dans une forme physique euh, pas loin d'être la meilleure de sa vie, en ayant un tennis qui est vraiment, pour le coup, hyper complet. Franchement, il n'y a pas de faille dans son jeu. Et certains prennent ça comme si on avait un Rafa moyen. Moi, je me rappelle de 2011, par exemple, où pour le coup, en 2011, il y avait de quoi être inquiet. Le 5-7 au premier tour contre Isner, et derrière un niveau de jeu très très moyen. Je me rappelle d'un match contre Andourar, où Andourar, certes, pour revenir à un 7 partout ou 2-7-1, je sais plus, il y a 5-4, 40-0 sur le service d'Andourar. Et cette année-là, Rafa jouait vraiment moyennement bien, en 2011. Mais cette année, franchement, il y a aucun motif d'inquiétude dans son jeu. Il va affronter Wawrinka, je vais revenir juste après. Wawrinka peut battre Nadal, comme je vous disais, avant d'affronter Tim. Mais Rafa a tout dans la raquette pour gagner ce tournoi, pour faire la décima. Donc voilà, donc moi j'arrive pas à comprendre l'inquiétude de certains, et je comprends encore moins, je suis même franchement agacé par les commentaires de certains qui en fait dévalorisent tout le temps tout ce que réussit Rafa. Donc en finale, il affrontera Stan Wawrinka. Stan Wawrinka qui a battu Andy Murray. Victoire en 5-7, 4h34 de jeu. Un énorme combat, pour le coup, vraiment, là, il n'y a rien à dire. Très grand match de tennis. Un match un peu bizarre parce que je pense que Stan aurait pu et aurait dû se le rendre beaucoup plus facile parce qu'il était clairement au-dessus. Il était clairement au-dessus de Andy Murray aujourd'hui. Et malgré tout, euh, dans les moments les plus importants, quasiment il a craqué. Dans le premier set, Wawrinka joue très bien, il mène 5-3. Service à suivre, il sert pour le set. À ce moment-là, il se tend, il fait des grosses fautes. Il permet à Murray de revenir dans le match. Finalement, Murray réussit à s'imposer dans ce premier set en faisant un très très bon tie-break, et notamment un point 6-6 absolument dingue. Sur ce match-là, Murray a beaucoup défendu. La plupart du temps, il n'a fait même quasiment que défendre. Il a défendu de manière exceptionnelle. Il a tourné un 7-0, un 7-0 pour Murray. Et puis derrière, alors qu'on pensait que le match était plié parce que Wawrinka menait 6-3, 3-0 dans les deux sets suivants. Donc il y avait un set partout, 3-0 pour Stan. De nouveau, Stan s'est mis à commettre beaucoup de fautes. Il a relancé une première fois Murray qui a réalisé un premier débreak. Stan a rebreaké derrière pour se refaire débreaker avant de perdre finalement cette troisième manche. Et puis derrière, on a eu 2 sets, un quatrième set avec un énorme, énorme combat, pas de break. Un quatrième set franchement fantastique de la part des deux joueurs, remporté par Stan de manière logique parce que c'était lui qui proposait le plus de jeux, c'était lui qui prenait le plus de risques. Et derrière, il a déroulé dans le cinquième set.
pour s'imposer donc en 5-7 et 4h35 de jeu. Wawrinka, impressionnant, oui et non en même temps. Clairement impressionnant parce qu'il y a eu beaucoup de passages où il a évolué à un niveau exceptionnel, vraiment, vraiment exceptionnel. Surtout en revers, surtout avec ce revers long de ligne qu'il a beaucoup fonctionné par séquence et beaucoup moins par d'autres. Euh, et euh, et pas franchement impressionnant parce que je pense que ce match-là, il doit le gagner en 3-7. Le premier set, il le perd euh, alors qu'il l'a totalement en main, il mène 5-3 services à suivre. Le deuxième, il le gagne totalement logiquement. Le troisième, il a 3 fois le break d'avance dans le set, il finit par le perdre. Donc voilà, c'est un match qui aurait pu se rendre beaucoup plus facile. Euh, et au final, il le gagne, mais en laissant beaucoup de jus. Alors qu'en face, Murray, pendant une grande partie du temps, n'a fait que défendre. N'a fait absolument que défendre. Il n'arrivait pas à prendre, il arrivait pas à prendre l'initiative. Il n'arrivait pas à prendre l'initiative dans le jeu. Euh, et franchement, c'était un peu, c'était un peu bizarre de voir que Murray réussissait à faire rater Stan. Je pense que la victoire de Stan est totalement méritée. Le point noir pour lui, c'est qu'il passe beaucoup de temps sur le court, alors qu'au final, il avait un match qu'il avait bien en main et sur lequel il pouvait se qualifier pour la finale de manière entre guillemets un peu plus facile. C'est génial pour les spectateurs qui étaient présents parce qu'ils ont vu un super match de tennis, beaucoup de renversements de situation. Et c'est aussi une très bonne nouvelle pour Rafa, parce que jouer 4h30 à moins de 48 heures de la finale, c'est pas anodin, surtout qu'on a vu un moment euh, où ça semblait vraiment très dur pour Stan. Heureusement pour lui, c'était aussi très dur en face pour Murray qui avait passé jusque-là beaucoup, beaucoup de temps sur le court. Et si on se projette du coup sur la finale, les schémas vont être totalement inversés. C'est-à-dire que là, Stan a pas mal utilisé son revers dans la diagonale parce qu'il voyait que Murray était un peu fébrile côté revers, ce qui est plutôt rare chez Murray, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et là, c'est un schéma qui va pas pouvoir utiliser autant, ou en tout cas pas avec autant de réussite contre Rafa, puisque cette diagonale-là tombera sur le coup droit de Nadal. Ça va être clairement un match de combattant. Je pense que Stan est beaucoup plus intelligent tactiquement que Tim. euh, Parce que lui, je trouve que Stan a cette capacité que n'a pas encore Dominic Thiem et qui l'empêche justement de gravir ce cran et de passer plus loin qu'une demi-finale de Grand Chelem. C'est dans le sens où Stan arrive à comprendre sur quelle balle il faut attaquer et sur quelle balle il faut défendre ou au moins temporiser le jeu. Ce que ne sait pas du tout faire Dominic Thiem. Donc on va avoir un match à mon avis beaucoup plus du fond du court, contrairement à ce qu'on a eu aujourd'hui entre Rafa et Thiem, où évidemment Stan va essayer d'abréger les échanges parce il sait que s'il s'engage constamment dans un combat de fond du court, il ne le gagnera pas. Mais dans l'ensemble, on devrait avoir un match quand même différent de celui qu'on a eu avec Thiem. Pour Rafa, faut pas qu'il fasse la même erreur qu'a fait Murray aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je vous le disais, je trouve que Murray a beaucoup trop défendu sur ce match. Il a été beaucoup trop passif. Bon, il a fait un peu sa petite tambouille, comme il sait faire, casser le rythme avec des amortis, qu'il a parfois très bien réussi, même assez souvent. Le slice, ralentir les balles. Voilà, c'est une petite tambouille d'un joueur qui sent pas très bien la balle, mais qui essaye de s'en sortir parce que lui, Andy Murray, est très intelligent tactiquement. Vraiment, pareil, on le souligne assez peu, mais il est vraiment très intelligent. Ça a marché parce qu'il a réussi à obtenir beaucoup de fautes de Stan, mais ça suffisait pas clairement aujourd'hui. Pour Rafa, il ne faudra pas faire la même erreur parce que je pense que même si Murray a peut-être laissé un peu de jus, en faisant que défendre contre ce Stan Wawrinka là, vous ne pouvez pas gagner. Après, par chance, Rafa a cette intelligence de savoir qu'il doit faire le jeu, qu'il doit attaquer. Et je pense qu'il a les clés clairement pour gagner cette finale. Ça va être une finale, à mon avis, accrochée. Et je pense que Rafa a quand même un gros avantage. Déjà, sur le plan psychologique, parce que les face-à-face, ça fait 13-3 pour Rafa. Il y a eu seulement une seule victoire sur terre battue pour Stan Wawrinka. C'était à Rome, 7-6-6-2. Je ne sais plus si c'était en 2016 ou 2015. J'ai un doute sur l'année. Je me rappelle que Rafa a mené 5-1 ou 6-1 dans le tie-break avant de le perdre 9-7 et que derrière il avait explosé. Rafa avait explosé et les conditions étaient particulières. Moi j'insiste souvent sur le contexte parce qu'on ne peut pas parler d'un match sans parler d'un contexte. Ce
match-là, Rome, il s'était joué en night session, il avait commencé à 22 heures. Les conditions seront totalement différentes dimanche. Ça se jouera à 15 heures. Pour l'instant, la météo prévoit un grand soleil, une grosse chaleur. Donc, c'est vraiment une super nouvelle pour Rafa. Ça veut dire que la balle va rebondir très haut et qu'il va pouvoir mettre un énorme lift pour faire jouer Stan au-dessus de l'épaule. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, le favori, c'est Rafa. C'est Rafa parce que physiquement, je pense qu'il est plus frais. Parce que dans les face-à-face, c'est lui qui a le plus souvent gagné, 13 victoires à 3. Et parce que je trouve que malgré tout, Rafa joue mieux. Euh, Jusqu'à là, on avait beaucoup insisté, je vais revenir un peu sur le parcours de Wawrinka, sur le fait qu'il n'avait pas perdu un set avant cette demi-finale. Et c'est vrai qu'il n'avait pas perdu un set, et c'est vrai qu'il joue très bien. Moi, je suis d'accord avec ça à 100%, il joue très bien. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il a eu beaucoup de sets très accrochés. Donc, c'est-à-dire que même quand il a gagné en 3 sets, par exemple contre Monfils ou Dolgopolov, c'est des matchs qui ont été longs et dans lesquels il a laissé du jus. Surtout contre Monfils, par exemple. Contre Silic, il a fait un super match. Il lui a mis une fessée. Silic, qui n'est pas un joueur de terre battue et dont le profil ne se rapproche pas du tout de celui de Rafa. Donc pour parler de la finale, je pense qu'on ne peut pas trop s'appuyer sur ces matchs-là parce que le style de jeu de Rafa n'est en aucun cas n'est comparable avec aucun des adversaires qu'a affronté Stan. Le seul qui pourrait se rapprocher un petit peu, ça serait mon fils dans le sens de puissance physique et de qualité de défense. Sauf que mon fils est droitier et que Rafa est gaucher. Et que je pense que, d'ailleurs, c'est même pas je pense, c'est une certitude absolue, le niveau de jeu de Rafa à l'heure actuelle est infiniment plus élevé que celui de Gaël. Il y a un autre élément que peu de gens soulignent et ont en tête, c'est que c'est sa troisième semaine de compétition consécutive à Stan. Stan, il a joué à Genève, il allait gagner le titre là-bas, et là-bas aussi, il a laissé pas mal de jeux. En finale, il a été mené 1-7-0 contre Mischa Zverev. Il a fini par remporter le tournoi. Donc c'est sa troisième semaine de compétition consécutive. Et moi, je pense que physiquement, il est en dessous de Rafa à l'heure actuelle. On est sur un format 5-7, donc automatiquement, le physique, ça rentre en compte sur cette surface-là. La balle va être plus lente, Rafa va avoir du temps, donc c'est vraiment tout à l'avantage de Rafa. Pour moi, Rafa doit gagner cette finale. Euh, Après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Stan peut nous ressortir la même finale qu'il avait fait contre Djokovic pour gagner le tournoi. Et dans ce cas-là, ça peut être très compliqué. Mais une fois encore, le tennis, c'est un sport d'opposition. Donc quand en face, vous avez un joueur qui vous propose un certain plan tactique, ça vous oblige à adapter les vôtres. Euh, Déjà, Rafa est gaucher. Donc automatiquement, tous les schémas de Stan sont inversés par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Alors que Nadal, pour Nadal, ça change rien. Il affronte un revers à une main, un droitier. C'est exactement ce qu'il a eu avec Tim. Même si les systèmes de jeu sont pas tout à fait les mêmes et que je pense que Stan a plus d'armes à l'heure actuelle que Dominic Thiem. Mais pour Rafa, c'est que du bénéf. C'est que du bénéf, c'est que du bonus. Il est au top de sa forme. Il va affronter un joueur qui a laissé du jus, un joueur qu'il a très souvent battu. Donc voilà, pour moi, Rafa, c'est clairement le favori de la finale. Je sais que vous êtes beaucoup à être très inquiets. Moi, je suis pas plus inquiet que ça. Je sais que Rafa peut perdre, c'est une évidence. Mais je pense quand même que s'il évolue au niveau auquel il a évolué durant toute la saison sur terre battue et même au niveau auquel il avait évolué aujourd'hui, je pense que ça suffit, ça devrait suffire pour battre Stan. Euh, Parce que aujourd'hui, alors certes, Tim a fait pas mal de fautes directes, mais regardez le nombre de fautes directes qu'a commis Stan Wawrinka contre Murray. Murray qui est quand même un moins bon défenseur que Rafa et qui était surtout beaucoup moins en forme que Rafa. Et vous vous rendrez compte assez rapidement que Rafa peut vraiment faire exploser Stan Wawrinka sur le plan physique, sur le plan mental et aussi sur le plan tennistique. Pour moi, Rafa a toutes les clés de ce match-là. Donc voilà. Donc j'espère que ça se passera bien pour dimanche pour Rafa. Voilà, évidemment, je regarderai la finale et évidemment, je ferai une vidéo après le match, quoi qu'il arrive, qui est victoire ou défaite. Bien sûr, je ferai une vidéo pour revenir sur ce match-là. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des interrogations, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie que j'aborde un point en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, je vais revenir rapidement sur un truc que j'avais lu. Certains me disaient que j'évoquais absolument pas le fait que le premier set de Rafa, statistiquement, contre Carreno Busta, n'avait pas été bon parce qu'il y avait 4 coups gagnants, 11 fautes directes. Comme je vous dis, moi je prends toujours en compte le contexte.
Ce premier set, il s'est joué sous un vent terrible, vraiment terrible. Il y avait un vent très tourbillonnant, c'était vraiment pas facile de jouer. Et comme je vous dis, à mon avis, les gens se focalisent trop sur le ratio coup gagnant faute directe parce qu'il y a une stat qu'on n'a jamais, qui est pour moi la stat une des plus importantes dans le tennis, c'est les fautes provoquées. Rafa doit être le joueur qui obtient le plus de fautes provoquées. Une faute provoquée, c'est tout simplement quand vous avez le jeu en main et que vous ne faites pas un coup gagnant, mais que vous réussissez à pousser votre adversaire à la faute. Rafa, c'est le joueur qui en obtient le plus. Parce que Nadal est un joueur qui frappe pas des coups gagnants dans tous les sens, mais il a un jeu plus posé. C'est pour ça qu'il s'adapte parfaitement à la terre battue. Et aujourd'hui, pareil, c'est une stat, on l'a pas, mais je suis curieux de voir le nombre de fautes provoquées de Rafa. Le nombre de fois où il a réussi à faire exploser Tim en faisant des coups d'attaque très bons, mais sans chercher le coup gagnant à tout prix. Donc voilà, ces stats-là, moi, elles m'intéressent pas ou peu parce elles reflètent pas l'ensemble du jeu. Il y a des choses qu'on peut pas quantifier. L'intensité que met Nadal, on peut pas la quantifier. À quel point c'est dur de contrôler quand vous avez un revers à une main, le lift de Nadal, on peut pas le quantifier. C'est des stats qu'on n'a pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, si à chaque fois on arrive au même constat, c'est-à-dire que quand Nadal joue à un joueur, si à chaque fois l'autre joue moins bien que ce qu'il joue d'habitude, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et pour moi, la raison, elle est simple, c'est que la balle de Nadal, aujourd'hui, du fait qu'il soit gaucher avec son lift et sur terre battue, elle est différente de tout. C'est-à-dire que cette balle, là, il n'y a rien de comparable. Il n'y a aucun gaucher qui est capable de lifter autant la balle. Il n'y a aucun joueur qui, sur terre battue, est capable de faire ce que fait Rafa. C'est juste un fait. C'est pas parce que je suis un fan de Nadal que je dis ça. Si aujourd'hui vous avez un joueur qui a battu quasiment tous les records qui puissent exister sur terre battue, c'est peut-être parce que c'est juste le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue, et peut-être que son jeu fait que les autres jouent mal. Ça les fait peut-être tout simplement mal jouer, parce que quand vous avez une balle qui tourne à 4000 ou 5000 tours minutes sur votre verre, peut-être que ça vous fait commettre plus de fautes directes. Franchement, moi, ça me paraît évident. Donc voilà. Donc ça, c'était juste pour revenir sur un petit truc qui m'agace un peu. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Je vous dis à très vite sur le blog et évidemment, Bamos pour la finale et pour cette décima qu'on attend tous. Bonne soirée, bonne journée.